Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo sur le métabolisme. Alors désolé pour ceux qui avaient regardé la première, j'avais promis de faire rapidement la suite de la première vidéo sur le métabolisme, mais là j'ai eu quelques soucis avec la rentrée en prépa quoi, même si je suis en cube. On a eu beaucoup de boulot, beaucoup de DM et tout. Par rapport à l'année dernière on a des DM de physique chimie en plus. Je sais pas si vous en avez, mais ça prend quand même un peu son temps. Puis histoire de bien redémarrer l'année et tout quand même j'ai quand même pas mal bossé donc voilà, là je me suis libéré une petite matinée, là on est dimanche matin, je suis tranquille chez ma mère en train de vous préparer des petites vidéos. Donc là je vais faire la vidéo sur la suite du métabolisme, donc là ça va être la partie mitochondrie et après je vais faire la partie chloroplaste, donc chaîne respiratoire et chaîne photosynthétique, que je mettrai dans la playlist avec la première vidéo, la playlist métabolisme, afin que vous puissiez les retrouver facilement et naviguer entre les vidéos si vous voulez les revoir rapidement. Alors on va démarrer avec la respiration mitochondriale. On va commencer par rappeler la structure de la mitochondrie. On n'est jamais trop prudent sur l'importance de connaître et surtout de comprendre l'intérêt et l'origine de la structure de la mitochondrie. Donc dans un premier temps, vous savez que la mitochondrie, elle a deux membranes de composition différentes. Donc on a la membrane externe et la membrane interne. Donc l'espace entre les deux membranes, ça s'appelle l'espace intermembranaire. Normalement, vous n'êtes pas surpris, ça paraît assez logique. Et de ne quelque chose d'important pardon sur la structure de la membrane, ça va être l'ADN qui va être dans la matrice de la mitochondrie, donc à l'intérieur. Et cette matrice, elle est ponctuée de crêtes mitochondriales qui sont des replis internes de la membrane interne, du coup, juste des replis en fait, des replis de la membrane interne, qui sont de plus en plus nombreux en fonction de l'importance de l'activité respiratoire en fait. Plus la cellule elle va être marquée par l'activité respiratoire, plus on a de crêtes mitochondriales dans les mitochondries. Donc voilà, le nombre de crêtes il varie en fonction de l'activité de la cellule. Et ce qui est super important de remarquer, pour mettre en lien avec la théorie endosymbiotique, c'est la différence de composition des membranes. On va avoir une membrane externe qui va être composée à peu près de 50% de lipides, de nombreux canaux pour les protéines, pour le NADH, pour l'ATP et tout. Donc on a une membrane externe qui a une composition semblable à celle d'une membrane cellulaire en fait, d'une membrane plasmique. Donc elle est plutôt perméable et on a le modèle d'une mosaïque fluide comme vous avez vu normalement sur le chapitre sur les membranes. Alors que quand on compare à la membrane interne, on a une membrane qui est en termes de composition euh, qui est plus assimilable à celle d'une bactérie en fait. Et donc on a l'hypothèse enfin une théorie plutôt de l'endosymbiose, donc qui a été développée par Schimper en 1883. Donc ça c'est intéressant de le retenir parce que dans la copie ça peut faire une différence. Juste la personne qui va parler d'endosymbiose ou la personne qui va être capable de dire qui l'a pas inventé mais qui l'a mise à l'ordre du jour et l'a formulée dans ses dans de vraies hypothèses, c'est Schimper en 1883, donc c'est toujours très utile de retenir. Et on a du coup un schéma ici que j'ai tiré d'aquaportail.com, donc très bien fait, sur l'endosymbiose primaire. On a un prokaryote ancestral, et on voit que par repliement de la membrane plasmique interne, on peut, donc dans le cas de la mitochondrie, avoir une bactérie aérobie, qui a été en fait internalisée au prokaryote, et qui, au fur et à mesure des années, donc là c'est sur des millions d'années, hein, c'est des millions, des milliards d'années, on a une internalisation de la bactérie qui va devenir en fait une mitochondrie, et la double membrane s'explique par la membrane vésiculaire qui se forme pour l'internalisation de la bactérie, plus la membrane originelle de la bactérie aérobie. Donc ça nous fait bien deux membranes pour la mitochondrie. Et une propriété très importante de la membrane interne, donc à la fois pour les crêtes ou cette partie-là par exemple, ça va être surtout pour les crêtes en fait, la chaîne respiratoire, et bah elle est imperméable aux protons. Et ça va être super important dans la formation d'un gradient de protons, donc la création d'une force protomotrice.
Donc si vous savez plus trop ce que c'est, vous pouvez aller voir dans la vidéo précédente. Elle est dans la même playlist, donc c'est assez rapide d'aller voir en vitesse. Donc cette force protomotrice, elle est due en fait à cette propriété de la membrane imperméable. Donc on va passer à la suite pour la chaîne respiratoire. La fameuse chaîne respiratoire. Alors ça c'est un schéma, donc j'ai tiré de courspharmacie.com, qu'il faut absolument savoir refaire. Alors vraiment quand je vous dis absolument, c'est vraiment un classique de la métabo. Si vous avez une synthèse à faire, même une colle, et que vous pouvez pas refaire la chaîne respiratoire si elle est dans votre sujet, bah vous allez vous faire taper sur les doigts parce que c'est vraiment un attendu en fait du sujet. Donc faites-la sur des feuilles, faites-la plusieurs fois de suite. C'est pas forcément agréable, ça dépend si vous aimez bien le métabolisme ou pas. Moi je trouve ça trop stylé, genre vraiment, enfin que ce soit aussi fonctionnel, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc moi je l'ai retenu assez rapidement, mais c'est possible que vous aimez pas du tout, et à ce moment-là, bah il faut s'armer de courage, et ça va le faire. Bon alors cette chaîne respiratoire du coup. Alors déjà elle est située donc entre l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. Donc c'est au niveau des crêtes de la membrane interne, donc c'est pour ça que je vous parlais des crêtes tout à l'heure. Et on va voir 4 complexes, donc c'est des gros complexes protéiques qui sont disposés de manière asymétrique. Donc quand vous les représentez sur un schéma, il faut que vous évitiez de les mettre, vous voyez par exemple le 1, le 2 ici, le 3 et le 4 comme ça. En fait le 2 il est asymétrique par rapport au 1, 3 et 4, parce que lui il est pas transmembranaire en fait, il est que du côté matrice mitochondriale. Donc il faut éviter de les représenter les 4 comme ça, 4 gros blocs côte à côte, ça perd un peu de la fonctionnalité au schéma en fait. Parce que le fait que le complexe 2 soit pas transmembranaire, ça a un rôle en fait dans cette chaîne respiratoire. Donc c'est important de bien respecter cette asymétrie. Alors cette fameuse chaîne respiratoire, accrochez-vous, on va la détailler et vous expliquer son fonctionnement. Alors dans un premier temps, on a l'oxydation d'un NADH+. Donc il faut savoir la valeur du delta Rg qui est de moins 220 kJ par mol. Donc un delta Rg négatif, je vous écoute, ça veut dire que la réaction elle est exergonique. C'est ça, la réaction elle est exergonique. Donc on a une libération d'énergie qui va être stockée entre guillemets dans ces électrons. En fait c'est le voyage de ces électrons tout au long de la chaîne respiratoire qui va faire qu'on a une libération d'énergie en fait et le passage des protons. Donc on va faire une chose à la fois. Ce complexe 1, qu'on appelle complexe NADH déshydrogénase, donc le nom il n'est pas forcément à savoir je pense, à voir avec votre prof, c'est attendu, mais moi on m'a jamais demandé de connaître le nom des complexes. Alors on a les deux électrons issus de cette oxydation qui vont passer à travers ce complexe 1, et comme c'est une réaction exergonique, donc comme on vient de le dire, elle est toujours couplée à une réaction endergonique. Donc ça normalement vous avez vu les couplages. N'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voulez une vidéo précise sur les couplages, parce que c'est quelque chose qui peut être assez complexe, donc ça me dérange pas, je peux faire une vidéo sur les couplages. Donc du coup, cette réaction exergonique va être couplée à une réaction endergonique, qui va être le passage des protons en fait. Parce que le passage d'un proton dans le sens contre-gradient, parce que le sens spontané, si on fait un gradient, il serait du haut vers le bas, parce qu'il y en a plus en haut qu'en bas, donc ça c'est le sens spontané de passage. Mais donc dans le sens contraire du sens spontané, c'est une réaction endergonique, qui nécessite de l'énergie. Et l'énergie libérée par ce transfert des électrons dans le complexe 1 va permettre le passage de 4 protons. Donc on a déjà, le nombre de protons il est à savoir par complexe, donc on a déjà 4 protons ici. Ces électrons, ensuite, qui sont arrivés en haut du complexe 1, ils sont captés par la quinone. Donc c'est une protéine qui est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle peut naviguer dans la membrane par interaction hydrophobe. Donc cette quinone, elle récupère les deux électrons pour arriver jusqu'au complexe 3. Alors il est important de préciser que, en fait, il y a deux voies dans la chaîne respiratoire. Il y a la voie 1, 3, 4, donc c'est complexe 1, Q, 3, C4, ou sinon complexe 2, Q3, C4. En fait, soit le début il est dans le complexe 1, soit le début il est dans le complexe 2 en fonction du pouvoir réducteur qu'on oxyde en fait. Donc le fonctionnement ici il est pareil pour le complexe 2 en fait. On a une oxydation du FADH2
qui permet de libérer 2 électrons qui peuvent être captés par la quinone. Mais cette fois-ci, on n'a pas de passage de protons. Donc c'est une voie qui va être à l'origine d'un gradient de protons plus faible. Donc une fois que cette quinone, du coup, elle a récupéré soit les électrons du complexe 1, soit les électrons du complexe 2, elle se dirige par interaction hydrophobe jusqu'au complexe 3. Donc le complexe qu'on appelle complexe cytochrome BC1, donc encore une fois, à savoir ou pas. Et donc une fois de plus, par transfert des électrons de manière exergonique, on a couplage avec une réaction endergonique et passage une fois de plus de 4 protons. Une fois que ces électrons ont fait leur petit voyage dans le complexe 3, ils sont captés par le cytochrome C, qui est lui lipo pas soluble. Donc plutôt que dire lipo pas soluble, on va dire hydrophobe en fait juste. Donc il va lui naviguer dans l'espace intermembranaire jusqu'à arriver au complexe 4, où une fois de plus, le transfert des électrons va permettre le couplage du endergonique, du passage de 2 protons cette fois-ci. Donc au final, on a un passage de 4 plus 4 plus 2, donc 10 protons, lors du trajet de l'enchaînement respiratoire. Oh, attention, on peut aussi en avoir... En fait, 10, c'est quand on fait 1, 3, 4, et vous voyez bien que si on passe par le complexe 2, on a seulement 6 protons. Et une fois que ces protons sont passés, et que les électrons ont fait leur trajet dans le complexe 4, ils vont être utilisés pour réduire le dioxygène et pour former une molécule d'eau. Donc, à partir de ce moment-là, la chaîne respiratoire, elle est finie. Donc, une fois de plus, pour se ramener au couplage, on a une oxydation au début, donc c'est un couplage chimio. On met toujours en premier dans le couplage le nom de la réaction exergonique, donc c'est chimio. Et l'énergie, à la fin, elle est sous forme de gradient, donc elle est osmotique. Donc on a bien un couplage chimio au départ, osmotique à l'arrivée avec tous les protons qu'on a fait passer de l'autre côté. Donc on a bien un couplage chimio-osmotique pour la chaîne respiratoire. Et après, ce gradient de protons, comme on a vu dans la vidéo précédente, il passe dans l'ATP synthase. Alors là, le truc jaune, c'est de l'ATP en fait. Donc à travers l'ATP synthase, paf paf paf, on fait bouger le rotor. Donc ça, la vidéo sur l'ATP synthase, elle a déjà été faite, elle est dans la playlist. Donc cette fois-ci, l'ATP synthase, c'est un couplage osmo, qui utilise l'énergie osmotique pour en faire une énergie chimique sous forme d'ATP. Donc globalement, la chaîne respiratoire, c'est un couplage chimio-chimique. Mais si on prend uniquement la chaîne sans l'ATP synthase, c'est bien un couplage chimio-osmotique. C'est important de savoir différencier les deux. Donc maintenant, on va regarder la chaîne respiratoire d'un autre aspect, un aspect oxydoréduction. J'espère que vous appréciez ça en chimie. C'est toujours sympa l'oxydoréduction. Alors je suis désolé pour le schéma qui est très flou. Normalement, vous en avez un meilleur dans votre cours, s'il est bien fait. Sinon, n'hésitez pas à le demander. Moi, je peux en refaire un à la main que je publierai dans les commentaires ou que je rajouterai par un lien, etc. Mais là, c'est le seul que j'ai trouvé sur unif.nci-education.com. Et en fait, ce schéma, il est intéressant pour faire le lien avec l'oxydoréduction en chimie, donc c'est à ne pas négliger, parce que établir des passerelles entre les matières, c'est ce qui est attendu pour un élève en prépa. Et donc ces électrons, en fait, ils sont transmis spontanément vers les potentiels croissants. Donc on voit bien ici qu'on a moins 0,32, pour ceux qui n'arrivent pas à le voir, faites-moi confiance. C'est moins 0,32, et on finit ici à plus 0,62 ou 82. Hein. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que c'est dans le sens croissant. Et en fait, c'est comme si les électrons étaient en haut d'une colline énergétique, et ils vont passer du complexe 1 au complexe 3, au complexe 4, de manière spontanée, donc à chaque fois exergonique. Donc à chaque fois, ça va être couplé à la réaction endergonique du passage des protons, en fait. Donc c'est là l'importance de faire le lien avec l'oxydoréduction pour montrer que c'est à chaque fois spontané tout du long de la chaîne respiratoire. Et on peut faire le lien avec tout ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, donc le schéma de la chaîne respiratoire et le schéma précédent un peu flou sur les potentiels croissants, c'est vraiment les attendus des DS et des cols, donc à savoir refaire, bien refaire et les rendre fonctionnels, donc savoir à partir d'un schéma, savoir l'expliquer et montrer le lien entre votre explication verbale et le schéma. Il faut retenir que le métabolisme, c'est pas si terrible que ça en fait, finalement quand on comprend, c'est vraiment stylé je trouve de voir que c'est aussi bien fait. C'est aussi très important de savoir faire le lien entre la nature, la composition des membranes et la théorie de l'endosymbiose, donc de Schimper en 1883, bien joué.
Et dans un dernier temps, le lien entre les propriétés de la membrane interne et la mise en place du gradient de protons via la chaîne respiratoire. Et voilà, on a fini la mitochondrie. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Bon courage à tous, lâchez rien, bisous.